Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Georges, le chatbot comptable, et les 10 décisions clés qui ont permis de lui donner vie. Alors, petit disclaimer sur cette présentation, donc ce ne sera pas un state of the art sur la réalisation des chatbots, parce que je pense qu'il y a des beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes de la nature. C'est surtout un retour d'expérience de comment nous on a fait avec un peu l'esprit entrepreneurial d'aller rapidement en production et comment on fait les choix pour aller rapidement en production et que ça fonctionne. Et petit jeu aussi, donc il y a la plupart des images qui ont été générées par IA, parce que bon, on s'amusait avec les LLM, donc tant qu'à faire. Donc si vous arrivez à trouver les petites références geeks, il y en a 2 ou 3, et les hallucinations de LLM, vous pouvez gagner un petit arlequin. Alors quels sont les enjeux quand on va créer un chatbot? Donc il y a bien sûr, donc là c'est chatbot destiné au support client, donc répondre à des questions de nos clients. Il y a la partie expérience client, il faut que ce soit agréable, il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils soient déconsidérés. Il y a la partie justesse des informations, donc ça c'est une partie la plus importante quand on travaille avec des LLM, donc on va voir qu'on a pas mal passé de temps là-dessus. Et le cas échéant, la sécurité des données, donc c'est si on va chercher des données utilisateurs, il faut pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de leak possible, ce genre de choses. Quels sont les objectifs? Donc, les objectifs du projet, c'était répondre aux questions simples des clients. Donc le but, ce n'est pas d'aller remplacer toute notre partie support humain sur l'application, c'est surtout pouvoir répondre aux questions les plus simples qui prennent toujours pas mal de temps et qui font beaucoup de context switching pour les personnes au support client, qu'on appelle care. Peut-être que je vais dire care, alors care c'est égal support client. Voilà, pour éviter un peu le context switching, pour leur faire gagner du temps et pour qu'eux ils puissent se focaliser vraiment sur les questions les plus complexes. Bien sûr, pas dire n'importe quoi. Du coup, Indy, voici l'interface. Donc, si vous ne connaissez pas, donc, bienvenue chez Indy, vous êtes dans leurs locaux. Donc, c'est une application SaaS, donc c'est un logiciel en ligne qui va automatiser la comptabilité des indépendants. Donc, on fait plusieurs régimes fiscaux et on lance même aujourd'hui d'autres produits type facturation, type compte pro. Et alors, comment ça fonctionne? Donc, vous avez votre interface et en cas de problème, vous avez une petite bulle de chat en bas à droite et là, vous pouvez poser votre question. Et donc, après, ça va être aujourd'hui, à partir de maintenant, soit il y a un petit chatbot qui va vous répondre, soit si on trouve que le chatbot ne peut pas vous répondre, c'est directement redirigé vers nos équipes. L'équipe tech, qui va créer ce chatbot? Donc c'était composé de 2 personnes, donc moi, plus côté dev, et Max, côté data science. Si vous voulez faire plus ample connaissance, on sera disponible après la presse. Ok, donc on va parler de RAG. Ah oui, donc la petite. Donc on va vous présenter 10 décisions clés, comme Romain l'a dit. Et les 10 décisions sont identifiées par cette petite ampoule en haut à gauche des slides. Petite question, je ne vais pas pouvoir expliquer tous les termes, mais juste pour se faire une idée, si je parle de RAG, de vector store, d'embedding, qui voit clairement ce dont je parle? Pas mal quand même. Ok. Bon, je vais quand même expliquer d'autres trucs, mais une des premières décisions qu'on a faites, c'est le RAG versus le fine-tuning. Nous, pour notre chatbot, on avait un peu ce choix-là. Donc, quand on construit un chatbot basé sur un LLM, en fait, en vrai, en premier lieu, on a testé d'utiliser tout simplement, de faire un call LLM pour savoir si il était capable de répondre à une question d'utilisateur. Voici la question de l'utilisateur, voici la façon dont tu dois répondre, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça, c'est juste de la génération, ça fonctionne mal. Pourquoi? Parce que ces LM n'ont pas été entraînés sur toutes les données, toute la connaissance métier qu'on a côté produit. Donc il faut enrichir cette connaissance de nos connaissances, il faut enrichir sa connaissance de notre connaissance métier. Et il y a un peu 2 frameworks, qui est soit le fine-tuning, donc on va fournir au LM des conversations et il va pouvoir s'entraîner dessus pour pouvoir répondre à nos cas d'usage. Ou, plus à la mode, et puis nous qui nous convenait beaucoup plus, le RAG, donc Retrieval Augmented Generation. La façon dont ça fonctionne, rapidement, c'est que au lieu de fournir simplement, dans notre call LM, au lieu de donner simplement la question de l'utilisateur et des instructions sur la façon dont il doit répondre, on va lui donner des éléments de notre base de connaissances pertinents pour répondre à cette question. Donc c'est cette partie du schéma. On a en fait dans un vector store stocké des bouts d'articles, des chunks d'articles de notre base de connaissances. Quand une question arrive, on va récupérer les articles
les chunks d'articles les plus proches sémantiquement de cette question. Et c'est ces éléments qu'on va rajouter au prompt pour le LLM qui va du coup pouvoir utiliser ces éléments-là pour répondre. Donc c'est pour ça qu'on dit que la génération est augmentée, parce que la partie donc, de récupération de ces infos dans la base de connaissances, c'est le retrieval. Donc ça, c'était la première décision, de partir sur du RAG et pas du fine-tuning. Alors, deuxième décision, ne pas partir seul. Donc, dans notre équipe, aucune personne n'avait d'expérience avec les LLM ou les chatbots par ailleurs. Donc, une des premières décisions, ça a été quand même de se faire accompagner pour la première partie, c'est-à-dire la plomberie. Donc, arriver à brancher, entre guillemets, c'était la partie retrieval, les call LLM, etc. Et pour avoir le pipeline minimum pour pouvoir juste commencer à jouer avec les chatbots. Mais on était encore loin de pouvoir le mettre en production. Donc, partie accompagnement, monter en compétences aussi pour un peu voir comment on fait la réflexion. Alors, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Par exemple, les premiers inconvénients que ça nous a posés, c'est choix de technologie, à savoir, donc là, on est parti sur Python, alors que dans la boîte, on a un petit peu plus d'expérience avec JavaScript, ce qui est aussi possible de partir avec JavaScript, et la main index. Donc, la main index, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un framework qui permet de communiquer avec différents LLM. Donc, il en existe d'autres, il y a LangChain. Donc, ça, pareil, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça permet d'encapsuler pas mal de choses. Mais on verra plus tard aussi que ça masque certaines choses et qu'il y a des moments où on a voulu en sortir. Là-dedans, comme matière première. Donc, sur le support client, on a énormément de questions qui arrivent qui parlent de beaucoup de choses différentes. Ça peut être de la catégorisation, donc comment je veux catégoriser ma transaction comptable, comment je fais ma clôture avec l'URSSAF, comment je fais ma TVA, etc. Partir sur toute cette documentation au début, ça aurait été suicidaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le scope. On a dit, OK, on va prendre quelque chose qu'on maîtrise parfaitement et d'assez simple. Une des premières choses qu'on faisait d'ailleurs dans le produit chez Indy. Et donc, ça va être la catégorisation, donc catégorisation comptable, pour un certain type de régime fiscal. Donc, il y a plusieurs régimes fiscaux, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, nous, on a choisi le premier historique. On a dit, on part sur ça uniquement. Donc, réduire le scope au minimum. Deuxième chose, donc, on a commencé à vouloir travailler avec le RAG. Donc, il y a plusieurs types de sources de données où on pouvait commencer à aller chercher notre documentation pour pouvoir le construire. Donc, bon, je vous passe, peut-être que vous le connaissez, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas très important. Il y a Mayday, donc il y a tout ce qui est FAQ. Donc, Mayday, c'est un outil qui est un arbre de décision où le support client il peut choisir les différents nœuds de l'arbre pour arriver jusqu'à la feuille de l'arbre où il y a la réponse. Les articles de blog et bien sûr les conversations historiques qu'on avait sur l'outil du support client. Donc on a essayé toutes ces sources, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir que Mayday, que la fac, que les blogs, que les conversations. On a essayé des combinaisons des deux et ça marchait pas très bien au début. C'est-à-dire que c'était des performances, je ne sais plus vraiment exactement de combien, tu me corrigeras si je me trompe, mais 50%, 40% de bonnes réponses. Et encore, ça dépendait beaucoup des sources. Celle qui marchait mieux quand même, c'était la FAQ, parce que c'était quand même une source de données où ça répondait déjà un peu à des questions. Bon, le blog, c'était trop orienté marketing. Mayday, il y avait quand même une certaine complexité du fait de l'arbre, ce qui fait que c'était dur d'avoir les chunks à la fin et c'était pas forcément aussi bien fait que côté FAQ. Et les conversations, donc, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser au début, on se dit la conversation, il va s'entraîner dessus, il va voir comment ça fonctionne, il va y arriver. Ça marche pas très bien pour un RAG parce qu'il y a un peu à boire et à manger avec la conversation, surtout un peu influencé parfois par les questions des clients. Et donc ça n'a pas très bien marché à ce niveau-là. Donc nous, on a décidé quand même de partir sur les FAQ. Après, deuxième point, bien se recentrer sur le métier. Donc, ce qui s'est passé au début, c'est qu'il y a quand même pas mal d'allers-retours en mode bon, ça marche pas très bien, on va essayer avec un autre type de techno, un autre type de paramètres, à essayer de commencer à optimiser les paramètres qui étaient disponibles dans la main index. On a essayé d'autres technologies, type re-ranking. Donc, on allait voir d'autres outils. Alors, c'est quoi le nom? C'était Cohere. Enfin, on a essayé d'autres solutions de l'industrie pour dire bon, on va essayer de réarranger un peu les résultats qu'on obtient quand on va retrouver les articles, pour voir si on n'arrive pas à avoir les meilleurs articles et à avoir les meilleurs résultats derrière. Ça n'a pas très bien marché en vrai. Et ce qui a bien marché, c'est qu'à un moment, on s'est posé, on s'est débarrassé de tous ces problèmes de bon, en fait, on va arrêter de penser que le problème, c'est la technologie. On va prendre les 20 questions les plus usuelles qu'on reçoit sur cette thématique. On prend les 20 réponses qui ont été écrites par notre support client, donc des réponses idéales. En fait, de ces réponses idéales, on a rétro-ingénieré, on a fait des petits articles. On dit, bon, en fait, c'est juste qu'ils n'étaient pas présents dans la FAQ. La réponse n'était peut-être pas encore là, ou elle était dite différemment à la FAQ. Donc, on a recréé des articles. Ces articles, forcément, on les a créés depuis la réponse, on les a insérés dans la FAQ. Et là, les 20 questions, elles étaient très bien répondues. Le score, il est passé de 50 à peut-être 80%. Et on s'est dit, OK, c'est ça le filon.
Et c'est ça qu'on va essayer de scaler. Parce que forcément, le faire comme ça au début, ça ne paraît pas forcément scalable. Donc ça va être l'enjeu de chatbot derrière. Et donc c'est le vieil adage, hein, vieux d'un siècle, en LLM, garbage in, garbage out. Un petit outil justement pour aider à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est qu'on a beaucoup travaillé sur la FAQ. Donc, on voyait un peu les mauvaises réponses qui arrivaient. Et on allait travailler tous les articles qui étaient en FAQ. Alors parfois, il s'agissait de fusionner des articles, parfois il s'agissait de splitter des articles, rajouter un paragraphe au bon endroit, nudger un peu le retriever. Donc le retriever, c'est ce qui va chercher des articles, en ajoutant des mots, en faisant ce genre de choses. Donc c'était un peu un jeu à pas mal bouger la documentation. Documentation FAQ qui, pour le coup, avait été copiée-collée. Donc c'était plus celle qui était visible sur le site. Et nous, ça nous permettait d'avoir une certaine liberté parce que c'était plus visible pour les clients. On pouvait rajouter une tonne d'exemples, plein de mots-clés, etc. pour bouger le RAG dans le sens où on voulait. Et donc forcément, on développe des outils internes. Donc là, on a développé un petit outil interne, dont un, j'en reviens, c'était une fois qu'on a fait ça et qu'on commence à scaler, bah en fait, au début, ça marche bien. Et puis petit à petit, on rajoute des articles et on répond bien à la question sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, mais on casse des anciennes questions auxquelles on répondait bien avant. C'est-à-dire que, à force de faire ça, de jouer un peu, à tricher un peu sur la doc, on y arrive pour les questions du moment, mais les questions qui étaient bien répondues avant, qui cherchaient des articles, et ben ils vont chercher le nouvel article qu'on vient de faire et on casse la chose. Donc pour repérer ça, on a développé un outil interne qui est un indicateur de non-régression, où en fait on fait tourner sur un JSON de 100 questions, d'une centaine de questions, et on regarde les articles retrouvés par rapport à les articles attendus, et on ne génère pas la réponse finale, parce que ça c'est facile à tester en fait, et on voit déjà si on arrive à avoir bons articles. Parce qu'on a observé que si on avait les bons articles, en général, on avait la bonne réponse finale. Voilà pour l'indicateur de non-régression. Je te laisse l'hybride. Yes. Donc, en fait, ce qui est génial avec cet indicateur de non-régression, c'est que on a quelque chose de fabuleux qui est un gold standard. C'est-à-dire qu'on a une base de données, une base d'une centaine de questions sur lesquelles on a les expected articles, donc les articles de la base de connaissances qui sont attendus. Et donc c'est génial parce qu'on va pouvoir évaluer la première partie, la première brique du RAG. Donc d'abord le retrieval et ensuite la génération. Sur le retrieval, on peut faire des modifications, donc des modifications sur la base de connaissances, des modifications de paramètres, des modifications sur d'hyperparamètres sur le retriever, etc. Et voir l'impact que ça a sur l'indicateur de non-régression. Est-ce que ça améliore la situation? Est-ce que ça la dégrade? Ça nous a permis donc de modifier, ça nous permet encore aujourd'hui de modifier la base de connaissances sans tout casser. Mais ça nous a permis aussi d'optimiser notre retriever. Donc initialement, on avait simplement un retriever sémantique, donc basé sur un embedding de OpenAI, donc qui va rechercher, c'est-à-dire quand une question arrive, il va rechercher les chunks d'articles les plus proches d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire que les embeddings les plus proches dans l'espace de 4000 dimensions construit dans le vector store. Ça nous donne aujourd'hui, si on ne gardait que ça, on aurait 80% sur notre indicateur de non-régression. Si on fait un retriever hybride, donc si on y adjoint un retriever lexical, on obtient 95%, donc ce qu'on a aujourd'hui. Le retriever lexical, lui, donc, il va être basé plutôt sur des mots-clés pour schématiser. Donc si vous connaissez, j'ai mis environ TF, IDF parce que c'est le truc peut-être le plus connu, mais l'algo c'est BM25, qui est dans l'esprit quelque chose, une méthode statistique comparable à TF, IDF. Donc voilà, c'est une méthode statistique qui se base sur les occurrences de certains mots pour comparer des documents. Pourquoi ça fonctionne? De la même manière que la génération sans retriever, ça ne marche pas parce que le modèle n'a pas été entraîné sur notre connaissance métier. Et bien là, cet embedding d'OpenAI, il n'a pas été entraîné sur notre connaissance métier. Donc il ne va pas connaître certains mots. Alors que le lexical, lui, entre guillemets, il s'en moque du sens, quoi. Il va juste dire, tiens, ce mot dont je ne connais pas le sens, il apparaît dans très peu de documents, mais il apparaît dans celui-là, donc ça doit être important. Et à partir de ça, il va pouvoir trouver des documents similaires. Donc ça nous a permis d'augmenter pas mal et d'avoir la performance qu'on a aujourd'hui. C'est heureux, Romain. Alors, donc, ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, c'est la partie RAG. Donc le RAG, comment il fonctionne, on en a parlé. Mais c'est beaucoup une question, plutôt bien faite, une réponse. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir un chatbot, pour avoir un agent qui va faire la conversation. Donc, dans l'industrie, il y a deux possibilités. Enfin, il y a plus que deux possibilités, mais nous, on n'en avait que deux. C'est soit on va créer l'agent,
comme c'est fait dans l'industrie, donc avec du LLM, et c'est lui qui va faire la conversation, et il va savoir quand appeler donc les outils qu'il a à disposition, donc le function tooling, donc il va savoir comment appeler le RAG, etc. Ou avoir un workflow à nous. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Pourquoi on n'est pas parti sur l'agent? Parce que l'agent, c'était une autre dimension, enfin un nouveau risque en plus qui allait pas mal allonger la partie R&D, pas mal allonger le temps jusqu'à ce qu'on arrive en production. Et c'était pas le cœur de ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait, c'était un chatbot, entre guillemets, à tout prix, et donc tous les moyens sont bons. Il se trouve qu'on a à disposition, nous chez Indie, et dans plein de boîtes, puisque on utilise un outil SaaS qui s'appelle Intercom. Et Intercom, il nous donne la possibilité d'avoir des workflows. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, vous voyez bien, vous pouvez faire un peu d'une sorte de logique avec, bon, on arrive, il y a un petit message. En fonction du message, tu appelles le RAG ou tu appelles quelque chose d'autre. On peut faire des calls HTTP, donc des requêtes POST. Et donc là, typiquement, on peut avoir un petit message de bonjour. En fonction, appeler le chatbot. Le chatbot, il dit « Ah bah oui, j'ai la réponse, c'est ça » ou « Non, j'ai pas la réponse ». Parce qu'à plein d'endroits de notre pipeline, on a mis des drops, c'est-à-dire des endroits où on dit « Ah non, j'ai pas réussi à trouver d'article, donc je drop. Ah non, j'ai pas réussi à faire ça, donc je drop. » Et donc dès qu'on drop ou qu'on a une erreur, on peut rediriger directement vers les équipes. Comme ça, il y a un humain derrière qui récupère la conversation. Nous, ça nous a permis de se concentrer uniquement sur le RAG et essayer d'optimiser le RAG à fond, de ne pas trop perdre du temps à vouloir faire deux choses en même temps et faire tous les deux un petit peu plus mal. Donc concentration sur le RAG, workflow, call HTTP vers l'API où il y a le RAG, et ça fonctionne. On arrive à avoir quelque chose qui fait comme un chatbot, c'est-à-dire on arrive à avoir une conversation, on peut reposer des questions, et ainsi de suite, parce qu'on peut faire des boucles, et avoir notre premier chatbot. Donc c'est une des décisions qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Même si l'agent, dans l'idée, on aimerait toujours le faire, mais c'est dans les cartons, plus pour plus tard, à la fin, quand le RAG il sera parfait. Autre petite astuce, si vous vous trouvez à faire un peu la même chose, c'est absolument d'essayer de récupérer le plus vite possible des vraies données de prod. Donc au tout début, on s'entraînait beaucoup avec des questions qu'on avait fait nous-mêmes. On était allé voir un peu ce qu'il y avait dans la base de questions, on avait pris les 20 questions les plus usuelles et on avait un peu transformé à notre sauce pour s'entraîner au tout début et faire le 0 to 1. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, nous, on était en manque d'inspiration et il faut assez rapidement se confronter aux vraies questions de la prod. Et donc pour ça, il y a une autre astuce qu'on pouvait utiliser et que je recommande si vous pouvez le faire. C'est qu'on s'est greffé sur le workflow où c'était des humains qui répondaient. Mais on arrivait, dès qu'une question arrivait, on pouvait la taguer automatiquement. Ça appelait le chatbot et ça faisait un petit commentaire. Et donc ça a deux effets. Un, nous, ça nous faisait des data et on pouvait travailler dessus. Et deux, ça pouvait aussi aider la personne qui était sur cette conversation, parce qu'elle avait une proposition, entre guillemets, du RAG. Et donc de là, elle pouvait dire c'est juste, c'est faux. Et si c'est juste, bon, je gagne du temps et je fais un petit copier-coller. Et ça peut les aider. Donc déjà, là, ils étaient un petit peu augmentés, si je puis me permettre. Hop, classifier. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre de ce qui est arrivé chronologiquement, mais on avait une première version donc de chatbot où on avait cette partie workflow et la partie RAG. Un petit peu plus tard, on a ajouté la partie classifier, donc c'est-à-dire c'est une brique LLM donc qui va s'ajouter dans les chatbots, donc qui n'est pas un RAG cette fois-ci, c'est juste une brique de filtre entre guillemets, donc c'est un simple call LLM, ce qui nous permet de pouvoir catégoriser en gros les questions entrantes. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de comment ça se passait avant. Donc avant qu'on arrivait sur le chat, la personne, le client, il devait choisir lui-même c'était quoi un peu la catégorie de sa question pour arriver dans la bonne équipe d'experts qui pouvaient lui répondre. Et donc ça représentait quelque chose comme ça. Il arrivait, il sélectionnait sur un bouton. Là, on voulait avoir plus de sujets. Il y avait un autre bouton, un petit peu plus de sujets. Et ça permet de qualifier la question pour que ça arrive dans la bonne équipe. Ce n'est pas une expérience la plus naturelle et la plus optimale. Et en plus, ce qu'on a remarqué, que j'ai oublié de préciser, c'est que souvent, le client, il choisissait mal parce que soit il était pressé, il s'en fichait, il voulait juste avoir des humains derrière. Et donc, on n'avait que 50% des catégories des questions QA qui étaient bien catégorisées de cette manière-là. La deuxième version, plus fluide, c'est que la première question, dès qu'on la reçoit, on l'envoie à un LLM, on lui dit, avec un prompt adapté bien sûr, quelle est la catégorie de cette question, voici les différentes possibilités, et voici pour chaque possibilité, qu'est-ce que c'est, là on décrit un peu les différentes possibilités. Avec cette version-là, on a une expérience beaucoup plus fluide, où la personne elle pose sa question, d'ailleurs on peut dire, j'ai compris, je fais l'acknowledgement. Là, on voit la petite partie catégorisation, donc c'est le LM qui a trouvé
dans quelle catégorie était la question, et derrière, on peut envoyer la réponse. Et 85% donc, avec le LLM. Donc on a pas mal amélioré. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça, à quoi ressemble le workflow complet de réponse à une question d'un utilisateur? Donc là, on a fait un petit diagramme de séquence où on a à gauche Intercom, donc l'outil dont vous parlez Romain, notre CRM client, sur lequel des questions arrivent. Au milieu, notre API, l'API qu'on a développé avec Romain, et à droite, les API LLM auxquelles on fait appel pour avoir des réponses. Il y a une question qui arrive. Dans un premier temps, on va on va faire notre call pour catégoriser, donc le classifier pour catégoriser la thématique, le type de ticket auquel on a affaire. On va renvoyer ça à Intercom qui va gérer, faire cette embrouille. Aujourd'hui, la plupart des cas, c'est basculé, c'est pas géré par notre API. Et dans certains cas, ça va faire une nouvelle requête sur notre API en disant, bah, cette fois-ci, je voudrais bien avoir la réponse à cette question. Et dans ce cas-là, il y a une première phase donc, de recherche des articles dans le vector store, puis un post-processing. Donc ça, on n'a pas encore parlé, mais la recherche d'articles, en fait, elle sort donc des articles bruts qui peuvent être assez grands et dans lesquels il y a potentiellement la réponse, enfin, les éléments de réponse à la question du client, mais il peut y avoir plein d'autres choses aussi. Et ça peut laisser trop d'éléments, ça peut favoriser les hallucinations quand on fait des calls LLM. Donc, il y a une phase de post-processing où on va faire, c'est aussi via un call LLM, on va fournir des éléments des articles bruts et dire au LLM, bon bah, voilà la question de l'utilisateur, voilà l'article, extrait de cet article les éléments qui sont pertinents pour répondre à la question. Ça, on va la renvoyer, filtrer les contextes et ensuite seulement renvoyer la question de l'utilisateur avec les éléments filtrés, donc uniquement les extraits des articles qui servent pour répondre à la question, pour avoir une réponse finale. Et une fois qu'on a cette réponse finale, on la renvoie à Intercom. Et donc, comme l'a dit Romain, ça peut donner lieu à une boucle où ensuite la personne peut avoir une autre question et on repasse dans ce même schéma-là. Une fois qu'on a donc ce workflow qui fonctionne, bon, on a envie de savoir comment on se débrouille, quoi. En prod, comment ça marche. Donc, on a mis en place une évaluation experte des réponses. Donc, il y a aujourd'hui encore, 100% des réponses du chatbot sont scorées par des experts chez nous sur donc une échelle de 1 à 5. 5, c'est la réponse parfaite qui serait attendue d'un expert. 4 et 3, c'est des versions dégradées où la forme est à améliorer. 2, c'est un hors-sujet, donc la réponse ne correspond pas à la question, enfin un hors-sujet, je pense que c'est assez clair. Et un 1, c'est une mauvaise réponse. Le chatbot répond à la bonne question, mais mal. Ça, c'est la grille qu'on utilise aujourd'hui. Bon, malgré tout, on a estimé que c'était utile aussi de mettre en place une évaluation automatisée. Parce que c'est très chronophage de tout scorer. On se doute qu'à terme, ça restera pas, on n'aura pas tout le temps une armée d'experts pour scorer nos questions. Et puis en plus, ça peut être utile dans plein de situations où on veut avoir, par exemple en masse des réponses, une évaluation d'une réponse d'un chatbot. Un des frameworks assez répandus pour faire ça, c'est le LLM as a judge. Donc on va demander à un LLM tiers d'évaluer la qualité d'une réponse du chatbot. Donc on peut faire plein de choses en partant de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il peut utiliser pour ça la réponse il peut utiliser en plus de ça, la question de l'utilisateur qui a été initialement posée, les contextes qui ont été extraits, une réponse idéale qui a été rédigée par un expert, et à partir de tous ces éléments, fournir un score. Il y a une librairie qui, en Python, propose ce genre de métriques qui s'appelle Ragas. Et nous, on a décidé, donc c'était une des décisions clés, on a décidé de ne pas utiliser Ragas, mais de partir sur notre propre LLM as a judge. La raison principale, c'est que ça nous donne beaucoup de flexibilité. En fait, donc c'est aussi construit sur des calls LLM, mais ça nous donne toute la flexibilité qu'on peut avoir sur
sur les prompts, notamment la façon dont on a calibré, ou enfin on a évalué l'évaluateur, c'est-à-dire comment s'assurer que ce LM as a Judge il fonctionne bien. Ben, on s'est assuré qu'il y avait une corrélation entre son score. Donc aujourd'hui, il donne un score entre 0 et 1. C'est ça que je n'ai pas expliqué. Il donne un score entre 0 et 1 quand on lui donne la réponse du chatbot et une réponse idéale rédigée par un expert ou une experte. Et on lui demande de scorer entre 0 et 1. Est-ce que sémantiquement, c'est proche? Et ça, on a évalué la corrélation entre ça et le score donné par un expert. Et donc, on a pu modifier le prompt jusqu'à obtenir une corrélation suffisante. Donc ça, pour nous, c'était hyper important. Donc, on est parti sur ce truc, sur ce LMS Judge Custom. Un des cas d'usage, c'est faire des A/B testing. Donc, on veut faire évoluer, par exemple, le modèle qu'on utilise pour faire, la réponse, générer la réponse, pardon. Nous, on n'était pas très à l'aise avec le fait de dire bon, bah, c'est bon, on appuie, on change, on passe de GPT-4 à GPT-4o. Bon, ben, on n'était plutôt pas à l'aise pour le fait d'appuyer sur le bouton sans avoir de data. On a constitué une base de questions sur lesquelles on avait des réponses du chatbot pour GPT-4 et pour GPT-4o, une réponse idéale rédigée par un expert, et à partir de ça, on a fait tourner notre LLM as a Judge pour avoir l'évaluation moyenne sur les deux versions GPT-4 et GPT-4o. Ça nous a donné des intervalles de confiance. Malheureusement, c'était moins bien avec GPT-4o, de quelques points, donc c'était assez net. On a quand même décidé de basculer sur GPT-4o parce qu'il y avait des gains de temps de réponse qui étaient... Voilà, on ne pouvait pas se passer, mais bon, au moins on était conscient de la perte. Mais voilà, c'est ce type d'expérience qu'on peut mener sur plein de choses pour faire modifier, donc en fait, pour modifier et améliorer le paramétrage. Petite démo. Ah, la vidéo, elle apparaît. Alors, Ah, tu le vois pas toi? non, mais il faut que j'arrive à. Ça, j'avais pas Ah oui, prévu, ça va être sympa. Ah. Ah, parfait. Donc voilà, une petite démo quand même pour que vous puissiez un peu vous représenter de quoi on parle. Donc là, on arrive sur le chat. Bon, on a un petit message de bienvenue. On peut poser sa question. Donc là, dans le pipeline, il y a un premier call LLM qui dit bon, est-ce que c'est une question de comptabilité ou est-ce que ça n'a rien à voir? Si ça n'a rien à voir, on drop et on renvoie à des humains. Si c'est bien une question de comptabilité, on va donc vectoriser la question, rechercher les articles similaires, prendre les articles similaires. Ces articles similaires, comme l'a dit Max, on les passe dans un LLM. On obtient juste l'extrait qui est important pour la question. Ces extraits-là, on les injecte dans un prompt final qui nous fait la synthèse et la réponse finale. Et cette réponse finale, elle va arriver, parce qu'on peut mettre des petits messages pour faire patienter le client. Donc la réponse finale est arrivée. Donc bon, là, pour le coup, elle est assez longue. Et on peut se permettre aussi à la fin de citer nos sources. Donc, ici, en l'occurrence, on cite nos articles de FAQ. Comme ça, le client, s'il veut, il peut aller approfondir sa question en cliquant. Même si c'est déjà disponible dans la FAQ, on sait tous que les gens ne vont pas chercher dans la FAQ. Mais si on leur met sous les yeux, ça fonctionne. Et bien sûr, à la fin, on peut récolter sa satisfaction, savoir si ça a bien répondu à ses questions. Lui, il peut tout simplement choisir non, ça n'a pas répondu à mes questions, auquel cas il sera directement redirigé encore une fois vers les équipes. Et ça fait le chatbot. Ah oui. Hop là. Le focus, oui. C'est bon. Non. Hop là. Après, il y a la phase d'industrialisation. Donc, on était arrivé au point où on avait un chatbot, comme vous l'avez vu, qui était fonctionnel, qui arrivait à bien répondre sur les questions de catégorisation sur un certain type de régime fiscal. Donc maintenant, la question c'était, bon, ben, comment on reproduit la même chose, mais sur toutes les autres thématiques que nous avons. À savoir que chez Indie, on peut quand même avoir, si on prend la matrice des régimes fiscaux et des différentes thématiques, on peut facilement arriver à une quarantaine, cinquantaine de chatbots. Donc maintenant, l'idée, c'est d'aller tous les faire. Donc qu'est-ce qui nous bloque? C'est quoi les freins quand maintenant on veut scaler sur 40-50 chatbots similaires? Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, le frein, il n'est pas technique, parce qu'en fait, on peut reproduire toute notre pipeline, elle est fonctionnelle. Alors, il y a peut-être des paramètres sur lesquels il faut jouer, il y a peut-être des prompts sur lesquels il faut jouer, mais dans l'idée, ça fonctionne. Et chronologiquement, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y avait créé la partie code chatbot, et après, il y avait la partie jouer sur la partie documentation, qui était beaucoup plus longue et beaucoup plus chronophage. Donc pour scaler, pour la partie industrialisation, aujourd'hui,
on est en train d'essayer de faire une armée de chatbot trainers. Donc chatbot trainers, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos experts métiers que l'on va mettre sur nos outils chatbot LLM, qu'on va apprendre à comment on fait pour nudger la documentation pour que le chatbot y réponde bien. Et c'est ça la partie industrialisation, c'est comment onboarder tout ça, les entraîner et faire en sorte qu'ils puissent reproduire le succès qu'il y a eu sur la première thématique. Donc l'onboarding, la partie back-office, récupérer leur feedback et itérer, itérer, itérer. On a quand même eu un problème. Donc, on a commencé cette partie industrialisation et donc on s'est attaqué à différentes thématiques. Donc, on est parti sur la catégorisation sur un autre régime fiscal, le compte pro, la partie synchro-bancaire, etc. Une des choses qu'on avait remarqué au tout début, quand on avait créé le chatbot, c'est que si on avait laissé tous les articles à disposition du RAG, il se trompait souvent. Parce que dans nos articles, on a par exemple l'article qui répond à la catégorisation d'un régime fiscal BNC et un article qui répond à la catégorisation d'un régime fiscal IS. Les éléments de langage sont quasiment les mêmes, seule la réponse diffère à la fin. Et ça, c'est assez difficile pour un retriever de choisir le bon article. Du coup, ce qu'il faut, c'est trier la documentation. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit ce qu'on appelle dans l'industrie, c'est le metadata filtering. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, aussi facile que d'un filtre dans une base de données. Et ce n'est pas quelque chose qu'on savait faire au début, et ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire avec le framework LaMaIndex. Ça nous était bloqué avec LaMaIndex. Donc la solution rapide, efficace, qui fonctionne au tout début, c'est qu'on a fait plusieurs serveurs, et au démarrage du serveur, celui-ci fait une requête sur la documentation, cette fois-ci avec des filtres de base de données de base. Donc c'était très facile de filtrer la bonne doc et de générer différents RAG comme ça. Et donc on a multiplié les RAG en multipliant les serveurs. Donc c'est facile, ça marche bien, c'est rapide. C'était comme ça en production dès le jour 1 et on pouvait onboarder les chatbot trainers, c'était la priorité. Mais bien sûr, ça a des défauts, ça engendre une dette technique, plus d'opérations en tout cas. C'est-à-dire qu'il faut aller jouer sur les différents variables d'environnement des différents serveurs. Pour une autre raison, on devait aussi avoir plusieurs fronts, alors quand il fallait modifier un, il fallait modifier l'autre. Même si ça, entre-temps, on a pu trouver des solutions. Donc c'est un petit coup de dette technique pour pouvoir aller plus vite. Et la grande question maintenant, c'était, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc, comment on fait le metadata filtering, c'est-à-dire filtrer à la volée dans le retriever? Donc oui, le metadata filtering, donc ce qui, je pensais que ce serait simplement une ligne de code à ajouter dans notre code base, s'est révélé plusieurs semaines de veille et de POC, etc. C'est quelque chose de fondamental, mais auquel on n'avait pas accès avec ce qu'on utilisait, c'est-à-dire LaMaIndex et un vector store, le simple vector store de LaMaIndex, donc le vector store simplissime en mémoire. C'était pas possible, avec cette configuration, de simplement filtrer à la volée, donc au moment de la query, de filtrer les articles qui doivent être, la liste des articles sur lesquels on veut calculer la distance. Donc on a dû changer de vector store, et parmi les candidats, il n'y avait que 2 vector store, mais il y avait 3 options. Soit garder LaMaIndex, donc notre framework, en prenant Atlas comme vector store. C'était une solution qui était assez séduisante parce que dans LaMaIndex, le vector store, c'est une notion qui est abstraite et du coup, a priori, il s'agit d'importer juste une fonction différente et puis voilà. L'inconvénient majeur, c'est qu'on garde la rigidité de LaMaIndex malgré tout et que la doc de LaMaIndex, je ne sais pas s'il y a des désaccords, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est assez horrible. La solution numéro 2, c'est de passer sur Atlas seulement. Donc, on prend que des fonctions natives Atlas en se débarrassant de LaMaIndex. C'est la base de données qu'on utilise sur le projet, donc ça avait aussi un avantage. L'inconvénient, c'est que ça n'a pas été vraiment fait pour ça. Donc je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, la query qui nous permettait de faire du metadata filtering avec de l'hybrid search, donc avec notre retriever hybride, la query était très compliquée. Et enfin, le dernier cas, c'est Qdrant, qui est un vector store qui a vraiment été développé pour ce cas d'usage. La syntaxe est assez claire. Voilà, le seul inconvénient, c'est que ça nous rajoutait, ça complexifie un peu la stack. On a fait des POC fonctionnels sur ces trois options, mais une chose qu'on voulait vérifier, pour revenir à un sujet dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est donc l'indice de non-régression sur le retrieval. Cet indice de non-régression, comme je l'expliquais, il nous permet d'évaluer si en modifiant le paramétrage du retriever, on régresse, on s'améliore ou si on dégrade les performances. Là,
nos perfs, donc sur la configuration la main index, Simple Vector Store, c'était 95%. Et en passant sur les autres options, bon, sur Atlas Only, il y a un tiré parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, mais en réalité, a priori, ça va être la même chose que la main index avec Atlas. C'est donc entre 70 et 80% selon les résultats. Ça pouvait varier un petit peu, mais ça restait dans les 70-80%. Donc une perte qu'on a estimée pas viable. Et donc du coup, en creusant très fort, on a réussi à trouver la raison de cet écart. La raison principale, c'est que, en tout cas pour Qdrant, le retriever BM25 qui est fourni, en fait, qui est fait avec des embeddings sparses, je réalise que je pars dans un détail technique, désolé si ça, mais qui est fait avec des embeddings sparses, en fait, c'est un modèle qui est déjà pré-entraîné sur un corpus. On ne peut pas toucher à ça, et donc du coup, on avait une différence majeure avec notre retriever BM25 qui lui est réentraîné à chaque fois sur notre corpus à nous. Donc ça changeait fortement les performances et plutôt en négatif. Donc finalement, pour arriver à notre retriever final qu'on a aujourd'hui, enfin, qu'on va mettre en place aujourd'hui, on a fait notre petite tambouille pour mélanger un peu tout ça. Et donc on a, à partir des articles bruts, on va avoir une phase de... Alors, en réalité, donc là c'est embedding, c'est une semantic search. Embedding, c'est peut-être pas très clair. On a dans Qdrant une recherche sémantique seulement. Et ensuite, on utilise la librairie BM25S pour faire un retriever BM25 sur des articles préfiltrés. Et c'est nous qui, en Python, faisons le reciprocal re-rank, la fusion, donc en quelque sorte le vote des deux retrievers, pour garder les articles qu'on va fournir derrière au LLM. Donc on a fait effectivement notre petite tambouille pour mélanger, pour garder le meilleur des deux mondes. Voilà. On a obtenu des performances qui sont, évidemment, on a encore des petits écarts, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on a encore des petits écarts, donc on a un 94% de perf versus 95% sur la version la main index. Mais voilà, on a une version qui, on estime, est complètement, qu'on peut complètement mettre en production. Donc pour commencer à conclure, à la fois un peu récapituler et voir ce qu'il y a devant nous à faire, ce schéma représente, de manière simplifiée, la version rêvée, ou souvent ce qu'on peut lire dans des articles qui parlent de RAG, c'est un agent conversationnel qui va gérer une conversation avec un user, qui va avoir accès à des tools, donc des appels API, des queries DB, et aussi qui peut appeler un RAG. Et quand je dis gérer la conversation, c'est que c'est lui qui va décider si, sur une question, est-ce qu'il doit demander des précisions, utiliser un outil, faire appel au RAG, conclure, etc. La première grosse simplification qu'on a faite, c'est de dire, en fait, on va faire que des one-shot answers. Ça réduit un petit peu le scope, mais ça permet quand même de réduire aussi fortement la complexité. On fait un one-shot answer avec du metadata filtering, c'est-à-dire que quand on va récupérer la question de l'utilisateur et le type, surtout son régime fiscal, sa configuration, le type de question, on va filtrer les articles qui doivent être accessibles et ceux qui ne doivent pas être accessibles. Et ensuite, c'est ce qu'on vous a expliqué. La dernière simplification qu'on a faite, c'est de ne pas faire de metadata filtering parce que ça impliquait des modifications technologiques non négligeables. C'est d'avoir, alors il n'y a pas vraiment un routeur, mais schématiquement un routeur qui va appeler différents RAG en fonction de la thématique, et chaque RAG a sa propre documentation et va répondre en one shot. Donc ça, c'est là où on en est. Et en fait, dans la suite, il y a passer au metadata filtering et ensuite, plus tard encore, à l'agent conversationnel. Pour la suite de la vision, c'est Romain qui va terminer. Et pour la suite, c'est un peu une ouverture. C'est quoi la vision et un peu des spéculations des perso sur l'impact de cette technologie qui va arriver dans les différentes entreprises. Je pense que ça a pas mal changé forcément le métier côté support client, côté care. Et moi, je pense notamment qu'il y a une partie d'entre eux, et ça a déjà commencé chez nous, notamment sur les care qui sont devenus chatbot trainers. Leur travail, c'est plus d'être hyper réactif sur le chat, de répondre du tac au tac, mais plus d'avoir un petit côté déjà d'analyse. Donc ils peuvent arriver le matin, ils vont ouvrir leur dashboard, voir les monitorings du chatbot dont ils sont responsables,
c'est quoi les questions, aller scorer les questions, c'est quoi lesquelles ont été mal répondues, comment je peux changer la documentation ou autre chose, d'autres paramètres, pour faire en sorte que ce soit bien répondu. Donc pas mal, vraiment l'accent sur la partie documentation, qu'elle soit complète à 100%, et un peu moins de temps réel, de context switching. Donc ça changera selon les personnes, mais pour certaines ce sera bénéfique, pour d'autres peut-être qu'ils n'aimeront pas. Mais voici ce que je pense comme étant les impacts. Et pour nous aussi en interne, là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un chatbot, mais ce que je me suis dit aussi au fur et à mesure qu'on est en train de le construire, c'est que ça peut aussi nous aider, nous, en interne, en particulier par exemple les produits, parce qu'on fait, chez Indie, il y a quand même beaucoup de documentation, beaucoup de choses à savoir sur la partie comptable, sur la partie fiscale. Il y a des choses qu'on a fait il y a 3 ans, dont on ne se rappelle plus forcément aussi bien aujourd'hui, des années plus tard. Et donc ce serait pas mal d'avoir un prompt, potentiellement, pourquoi pas dans Slack ou même carrément dans le produit, on pourrait poser nos questions et avoir la réponse en fonction de la documentation qu'on a créée au fur et à mesure des années. Donc je pense que ça peut être un impact, parce qu'aujourd'hui avec le RAG, ça fait un chatbot, mais on peut aussi très bien l'appeler depuis Slack et on aurait la réponse. Et même, pourquoi pas, en version finale, l'intégrer directement dans le produit. Comme ça, on n'aurait même plus besoin de passer par la bulle intercom. On aurait des petits prompts à certains endroits stratégiques du produit. On sait que ça coince. On se dit, bon, là, c'est l'étape d'URSAF. On sait que les gens, ils grincent des dents. On leur donne directement le prompt. Et là, ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on a le contexte où il en est dans sa clôture fiscale, qui sait, avec quelles informations, et on pourrait faire une réponse aux petits oignons. Et je crois que c'est tout. Merci d'avoir suivi la presse. Si vous voulez poser des questions au chatbot, parce que vous ne savez pas comment catégoriser votre transaction qui est arrivée sur le compte pro récemment, vous pouvez essayer, mais alors je crois il faut mettre la version web. Je crois qu'en mobile, on a filtré la bulle. Donc essayez, si vous scannez, normalement, vous avez l'appli, et vous pourrez poser des questions au chatbot. Et si vous avez des questions, on a le droit aux questions pour les questions. Voilà. Merci. Comment vous positionnez par rapport à des outils comme Dust qui proposent des assistants sur la table de RAG? Alors, je prends cette question. Non. Dust, on l'a essayé en interne. Et j'étais très chaud sur le sujet. Donc Dust, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je ne sais pas si je vais bien le décrire, mais c'est un outil, c'est un SaaS qui permet de créer des RAG un peu à la volée. Il y a un connecteur avec toutes vos sources de données. Donc je ne sais pas si vous utilisez Notion, mais bon, ça permet de se connecter à vos outils en interne et à des sites web. Et vous pouvez créer des prompts et ça vous fait un RAG. Nous, on a essayé ça, on a eu beaucoup de difficultés à le faire marcher en interne parce qu'on l'avait broché à notre Notion, on l'avait broché à notre GitHub. Dans notre GitHub, par exemple, il y a le texte de loi sur les conventions de code et on l'avait branché à un site internet qui était le site des impôts. Et on a pas mal galéré parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, ce qui était dans notre Notion, c'était pas hyper bien fichu, etc. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour faire marcher très bien Dust, il fallait que je passe énormément de temps sur la partie doc, un peu comme ce qu'on a découvert ici. Et donc, pour moi, le cœur du réacteur, en fait, quoi qu'il arrive, il est dans le métier interne, dans la documentation interne. Et la partie pipeline et prompt autour, en vrai, ça, c'était réglé assez vite. Et du coup, en fait, on n'a juste pas pris Dust parce que ça ne nous a pas aidé sur la partie doc. Et donc là, pour moi, peut-être que je me trompe, mais le cœur de Dust, c'était je me connecte à tout facilement, il y a tous les connecteurs. Et j'ai mon pipeline de prompt directement fait, je fais mes prompts à la volée, c'est disponible pour n'importe qui, mais c'était très dur de faire un bon RAG. En tout cas, nous, on n'a pas réussi, je pense que dans d'autres boîtes, ça marche très bien. On a préféré le faire à la mano directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question par rapport aux utilisateurs. Est-ce que justement vous avez des retours un petit peu des personnes qui ont utilisé, j'imagine qu'il y avait déjà un système de chat avant directement avec des personnes, qui ont utilisé maintenant le chatbot, qui vous ont fait des retours, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que vous avez ce type de retour? Alors, on n'a pas de retour, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de retours qualitatifs, mais en tout cas, on a toujours une mesure. Donc la CISAT dont tu as parlé, je pense, Romain, la mesure de l'évaluation de la qualité de la conversation, de la prise en charge,
et qui est très élevé dans le cas de, alors, je ne sais plus ce que c'est les chiffres, mais bon, c'est... C'était 98% de 80. CSAT, je crois. Comment? Enfin, des chiffres très élevés de CSAT Oui, qui oui, en sont fait, comparables à ouais, notre voilà. équipe. Donc les conversations qui ont été traitées par le chatbot ont une CSAT qui est comparable à celle des conversations traitées par des experts. Merci. Et- Et peut-être une deuxième question. Je t'en prie. Vous êtes parti avec la main index du coup. J'ai pu comprendre quand même que c'était pas tout rose, qu'il y avait quelques difficultés. Moi j'utilise plutôt Langchain, c'est pareil, c'est l'enfer. Est-ce que vous avez justement. Enfin, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'un plutôt que l'autre? Est-ce que c'est des retours d'expérience? Est-ce que vous recommandez quand même de partir sur la main index toujours ou pas du tout parce que c'est trop compliqué? Je vais voir un peu votre retour là-dessus. Bah, moi, je pense que pour le début, c'était bien. Parce qu'en fait, quand on arrivait avec zéro connaissance, juste le fait de. Il nous encapsule de 3 trucs magiques qui étaient la partie Retriever. Au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, c'était des compteurs qui nous le fassent. Et la partie Simple Victor Store, qu'on n'ait pas eu besoin d'aller voir des technologies, de faire des benchmarks de solutions comme Qdrant, Atlas. Ça aurait été compliqué. Non, c'était tout empaqueté et c'était très simple. Ça nous a permis de nous faire la main, entre guillemets. Et une fois qu'on a acquis la connaissance, de dire ah oui, en fait, les retrievers, c'est pas sorcier, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, en fait, à la fin, en fait, on fait juste des calls LLM. Une fois qu'on a compris ça, en fait, tu peux relever des parties. Et donc nous, ce qu'on a commencé là maintenant, maintenant qu'on a validé l'hypothèse, c'est qu'on va enlever la partie la main index sur la partie retriever, parce qu'on va maintenant le faire à la main. Et on a comparé entre ce qu'on avait avec la main index et Qdrant. On a compris que sémantiquement, on obtenait les mêmes résultats. Parce qu'en fait, derrière, on a fouillé, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient les mêmes algorithmes de comparaison, cosine, etc. Donc on s'est dit, bon, en fait, c'est la même chose. Donc on est censé avoir les mêmes résultats. Et pareil pour le lexical, en fait, on a fouillé dans le code de la main index, on a trouvé que c'était le BM25S. On a dit, on va l'utiliser directement en fait en Python. Et ça a fonctionné. Et après, le reciprocal re-rank, en fait, on l'a fait en Python aussi en se renseignant. Et maintenant, je trouve que la partie code, on la maîtrise beaucoup mieux. Donc avec un peu, c'est plus une boîte noire quoi. Donc maintenant on est plus libre encore d'évoluer, etc. On a encore la main index pour le début, mais je pense qu'au fur et à mesure on va carrément tout ditcher quoi. On va tout supprimer. Moi, je dirais que sur un premier projet, je recommanderais de partir sur la main index, mais sur un deuxième, je pense pas. Eh ben, si on n'a pas d'autres questions. main Ah, levée. il y a une question, oui. Vous avez mis combien de temps à faire tout ça du coup? Bonne question. Est-ce qu'on a écrit On a écrit là, oui. Bah, on a commencé. Alors, on a, Vu les tests, il y avait envoyé qu'il y avait 2-3 mois de tests là, mais. ouais, il y a on a commencé en février, si mes souvenirs sont bons. Il y en a MEP. Et on a MEP, je me le suis noté. C'est possible ça? Oui, on a MEP fin août. Fin août, ok. Donc voilà, on a eu une première phase très expérimentale, enfin on a vraiment beaucoup expérimenté sur la phase, donc voilà, on a essayé avec plusieurs sources de données, etc. Machin. Je pense que c'est ce que je me suis noté, je sais plus. Oui, au bout de 2 mois, on a commencé à avoir des notes, les fameuses notes intercom là, qui nous permettaient d'avoir des vraies réponses de prod. Donc au bout de 2 mois, et donc en avril, mai, et en fin août, on a mis en prod. Et donc la majeure partie, c'est quand même la partie où on a fait que de la doc. Ouais. C'est-à-dire on était nous-mêmes des chatbot trainers, et on ne faisait que prendre les questions, corriger la documentation, etc. Et maintenant, on est sur la partie industrialisation, et ce que j'observe avec les premiers chatbot trainers, c'est que je pense que les prochains bots vont arriver beaucoup plus vite. Parce que maintenant que tous les outils sont en place, les indicateurs de non-régression qu'on n'avait pas au début, etc. Moi, à mon avis, le prochain bot, je pense qu'on a commencé il y a 1 mois. En 3 mois, il va être sorti. L'IS, en 3 mois, ce sera sorti, je pense. Maintenant, vous avez une FAQ qui est nickel. Et la FAQ, de jour en jour, évolue et est de plus en plus juste et propre. En tout cas, pour le bot. Alors, ouais. Oula, plein de questions qui pop. Oui, vas-y. Vous avez essayé d'autres modèles aussi? Par exemple, Llama 3.2 ou d'autres modèles similaires? On n'a pas essayé, mais on n'a pas essayé au début pour une conviction, enfin, en tout cas une intuition qui était que, ça rejoint un peu le fait que ce soit la doc le cœur du réacteur, mais on se disait que ce ne serait pas un changement, ce serait pas un changement de modèle qui ferait une diff, enfin qui ferait la plus grosse diff. C'est quelque chose qui est évidemment toujours dans les tuyaux de tester, de modifier pour améliorer, mais
Ouais, l'intuition, c'était de dire que ce ne serait pas le plus gros apport. Ouais, tu avais une... Par rapport à tout ce qui est les experts comptables, les comptables que vous aviez étudié combien de personnes et combien de temps ça leur a pris en fait de toujours mettre les scores parce que je pense que ça a dû prendre énormément de temps et est-ce que c'était des personnes que vous avez recrutées en plus juste pour faire ce travail? Alors, c'est des personnes qui... Alors, on a eu plusieurs... En gros, c'est des personnes, en tout cas, qui travaillaient, enfin, qui ont été formées aux produits ici, chez nous. C'est des personnes qui travaillent chez nous et qui bossaient, je crois, jamais à 100%. Enfin, on n'a jamais eu personne à 100%. Non, au début, c'était nous, Oui. carrément nous deux, parce que comme on est historique dans la boîte, même si on n'est pas côté support client, on a emmagasiné assez de connaissances pour faire le tout premier chatbot qui était la catégorisation. Dans la phase de scale, on a passé la main à quelqu'un du care de chez nous. Mais c'est vrai que n'était jamais à 100%. Aujourd'hui, pour chaque chatbot, il y a une personne à, je ne sais pas si c'est 40 ou 50%, qui s'occupe de la partie scoring, analyse, faire évoluer la documentation, etc. Une personne à 50%. Ce qui peut expliquer aussi les délais, quoi.